Oui, bonjour, Jean-Pierre Boivin, donc je suis universitaire, avocat. J'ai la chance d'être l'un des experts juridiques auprès du CSPRT et je voulais vous partager avec vous quelques réflexions, quelques retours d'expérience un peu amers sur AZF et sur la vision du juge de la sécurité. Je pense que c'est important que vous ayez en tête cet interlocuteur un peu particulier qui a un pouvoir d'impérium qui fait grief et qui a le pouvoir de condamner ce que la Cour a fait lourdement pour Serge Bichelin, que je défendais. Il ne s'agit pas ici, bien sûr, de critiquer l'arrêt qui est en cassation, mais de vous faire comprendre comment le juge a essayé de percevoir les questions de sécurité qui ont été débattues devant lui et qui sont l'objet même des réflexions de cette journée. Alors, il y avait pour la Cour, il y avait deux chemins. Je rappelle qu'en première instance, il y avait une relaxe. Pour la Cour, il y avait deux chemins. Ou bien on essayait de chercher ce qui pouvait être dans la réglementation, ce qui avait pu être une infraction. Et donc, pendant les 6 mois de ce procès, on a peigné, vraiment au peigne fin, tout ce qui était les éléments de la réglementation. Tout y est passé. L'ensemble des arrêtés discutés point par point, l'ensemble des arrêtés ministériels, comment est-ce que d'ailleurs on applique un arrêté ministériel par rapport aux arrêtés d'autorisation, et le mur, sous cet angle-là, était lisse. Et la Cour dit tout simplement, la Cour n'a pas trouvé d'infraction à la réglementation. Dès lors, il fallait trouver une autre voie, et c'est cette voie-là que je voudrais partager avec vous, parce qu'elle m'inquiète en tant qu'avocat, et parce que, bien entendu, elle ne peut pas ne pas vous inquiéter pour les personnes dans vos sociétés qui ont la responsabilité, la délégation pénale. Et là, on ne parle pas des sociétés, je m'intéresse aux directeurs, donc à ceux qui ont, des personnes physiques, qui ont la responsabilité pénale. Le chemin qui en fait est un véritable chemin de croix, il a été cherché avec beaucoup d'opiniâtreté pour la première fois à mon sens dans l'article 121.3 du Code pénal qui organise ce que l'on appelle les fautes caractérisées pour les dommages indirects. Alors le texte dit ceci, il faut que je vous lise le petit morceau parce que sinon vous ne comprenez pas de quoi il retourne. Donc, sont soumis au délit, etc. Les personnes qui ont commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que cette personne ne pouvait ignorer. Que cette personne ne pouvait ignorer. Donc, on n'aurait pas pu condamner Serge Bichelin s'il n'avait pas ignoré le risque qui a été à la source de l'accident. Vous notez qu'en première instance, il y a une relaxe parce que le doute qui doit normalement profiter à l'accusé était tel que le tribunal a dit il n'y a pas de preuve du lien de causalité. La Cour devait donc franchir ce doute. Elle est donc allée chercher ça, non pas dans les fautes d'infraction par rapport à la réglementation, puisque après les avoir toutes examinées, elle a trouvé ce mur lisse dont je vous ai parlé. Il fallait donc aller chercher des fautes caractérisées, c'est-à-dire des fautes d'une particulière gravité, mettant en danger autrui, mais par rapport à un risque que le directeur ne pouvait ignorer. Et ceci, bien entendu, renvoyait directement à l'ensemble de la connaissance du risque telle qu'elle s'exprime dans les études de danger. Parce que, de deux choses l'une,
ou bien les études de danger remplissent leur objet. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt dans la pyramide de mon collègue confrère, là tout à l'heure, évidemment, la partie basse, c'est-à-dire le côté un peu métaphysique du risque. Mais ou bien les études de danger font le plein à un moment T, c'est la raison pour laquelle on les refait tous les 5 ans, de la connaissance du risque industriel de telle installation, ou bien ce n'est pas le cas. Mais dans tous les cas, comment pourrait-on demander à l'homme qui dirige l'installation d'avoir une connaissance supérieure à celle dont toutes les études de danger du site, qui ont été par ailleurs tierces expertisées et validées par les DREAL, comment cet homme pourrait-il, surhomme, ayant reçu l'onction sainte en même temps que la délégation pénale, comment pourrait-il savoir? Et à l'ombre de cette paisible certitude intellectuelle dans laquelle nous nous trouvions tous, la défense se trouvait, on pensait que, puisque Serge Bichelin ne pouvait pas savoir, on ne pourrait pas le faire entrer en voie de condamnation. Pourquoi? On avait un cas d'école extraordinaire. L'hypothèse sur laquelle la Cour a finalement condamné, c'est une hypothèse dite de la chaîne pyrotechnique qui n'a été découverte, entre guillemets, que 5 ans plus tard par le collège d'experts. Ils s'y sont mis à 40 experts de l'accusation pour, en 2004-2005, finir par, j'allais dire créer, finir par mettre au point la thèse de la chaîne pyrotechnique. Autrement dit, de l'aveu même de la Cour, ce qui s'est passé, ou ce que disent que les experts s'est passé, la défense soutenait que c'est impossible, et je pense que beaucoup d'ingénieurs soutiennent aujourd'hui que c'est impossible. Mais ce qui s'est passé, dans le meilleur des cas, n'a été découvert, ou n'aurait été découvert que 5 ans plus tard. Comment dès lors imputer au directeur de 2001 la connaissance de phénomènes qui ne sont intervenus grâce à ce collège d'experts que 5 ans plus tard? Eh bien, la Cour n'hésite pas une seule seconde et elle écrit noir sur blanc: Serge Bichelin, en raison de ses capacités d'ingénieur chimiste, connaissait les risques. Dès lors qu'il connaissait les risques, on peut entrer en voie de condamnation. Donc la véritable question qui est posée par cet arrêt, surtout s'il doit faire jurisprudence, il est devant la Cour de cassation, mais quand je vois la manière dont le juge reçoit les éléments de la sécurité, c'est-à-dire les comprend ou plutôt ne les comprend pas, je suis fondamentalement inquiet. Donc la question qui est posée là-dessus, c'est celle d'une part de la robustesse des études de danger. Si ces études de danger ne constituent pas un mur de connaissances suffisant au-delà duquel on peut aller rechercher la responsabilité de l'homme qui est sur le terrain, au motif qu'il en saurait plus que toutes les connaissances réunies et tous les tiers experts réunis, ça veut dire qu'à ce moment-là, on est dans une situation structurellement inquiétante de délit pénal pour chaque responsable pénal. Et quand on sait, je l'ai vu, j'en ai été le témoin des jours et surtout des nuits, à quel point le procès pénal est destructeur pour les hommes, pas seulement pour celui qui en fait l'objet, mais aussi pour tout son entourage, avec les jeunes qui arrivent derrière et qui se disent « mais ça pourrait m'arriver à moi hein », et qu'on sait que les précautions de sécurité ont été toutes prises, en tout cas toutes affichées. Donc la véritable question c'est 1. La robustesse des études de risque, des études de danger, et 2. Comment le juge reçoit les limites de ce savoir par rapport à la sanction pénale. Si on devait consacrer cette jurisprudence, cela voudrait dire que, nonobstant tout ce qui a été délimité dans les risques, dans les études de risque, le responsable local pénal
peut de toute façon être toujours recherché au motif qu'il aurait dû savoir par construction, parce qu'il est là le chef d'orchestre. Hein? Et le texte est très clair, c'est qu'il ne pouvait ignorer. Donc la loi exige de la part du responsable pénal recherché qu'il ait une connaissance claire du risque. Or, ce risque, il est évidemment délimité dans cette arène particulière que sont l'ensemble des études. Et je rebondis sur ce que mon collègue disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous remettez les couches sur les indicateurs, les incertitudes, etc., vous voyez que plus on descend vers la pyramide, plus on se rapproche de l'enfer, puisque là, le juge pénal pourra naturellement aller rechercher tous les éléments qu'il veut sur la connaissance réelle, supposée, voire mythique du risque. Alors c'est très grave. C'est très grave parce que le droit pénal dans notre culture, c'est le droit de punir par rapport à un acte dont l'intention est consommée. Mais pas le droit de punir, il s'agit de punition des personnes, pas des amendes, c'est de la prison. Pas le droit de punir pour quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir. C'est pourquoi le législateur dit qu'il ne pouvait ignorer. Hein? Et donc, ceci, à mon sens, doit vous interroger sur plusieurs choses. Un, quel est le périmètre et la robustesse des études de danger, et donc de leur scénario. Deux, comment fait-on passer les messages que contiennent ces études, et notamment les messages de leur périmètre, à cet interlocuteur très spécial qu'est le juge, qui n'a jamais fichu les pieds dans une usine, ni jamais fichu les pieds dans une enceinte telle que celle qui nous rassemble aujourd'hui, et pour lesquelles ces notions sont absolument étrangères. Le droit, c'est le domaine de la certitude, c'est le domaine de la preuve, et là nous sommes dans un univers qui est le contraire de celui de la preuve et de la certitude. Certitude subjective. Hein? Donc on est vraiment dans une autre culture. Et il y a là, naturellement, me semble-t-il, un gouffre qu'il faudra rapidement combler, sauf à admettre qu'à chaque fois que vous signerez une délégation pénale à un directeur de site, celui-ci accepte en toute connaissance de cause le fait que s'il y a le moindre accident, il sera de toute façon condamné. Et là, vous aurez un peu de mal à les trouver et l'encre va se geler dans les signatures de délégation. Je le vois aujourd'hui tous les jours et ça va monter parce que vous ne pouvez pas demander à des hommes de faire à eux seuls le grand écart que fait le juge dans l'arrêt AZF. Je pense donc que cet arrêt, vous devriez le lire et le relire. Je constate qu'il n'a pratiquement pas été commenté ou qu'on en a commenté des éléments. Il ne s'agit pas, encore une fois, de juger le résultat. Il s'agit de comprendre la démarche. Alors, je ne porte aucune critique sur le résultat, en tout cas pas en public. Mais la démarche est très inquiétante. C'est un syllogisme. Tu ne pouvais pas ne pas savoir, tu ne pouvais pas ne pas savoir, donc tu es par définition coupable. C'est très grave. Le deuxième élément d'interrogation que je voulais partager avec vous, mais je vais être très bref parce qu'on ne veut pas abuser de vos estomacs, c'est une démarche évidemment beaucoup moins dramatique, mais similaire, cette fois-ci non pas dans le domaine des installations classées, mais dans le domaine du droit nucléaire. J'ai eu la chance, et l'affaire n'est pas finie, de suivre de très près l'un des premiers procès en matière d'application de la loi TSN, c'est-à-dire de la loi sur la sécurité nucléaire, et notamment du fameux article 54 de la loi qui régit les rapports entre l'exploitant nucléaire et l'autorité de sûreté nucléaire, avec l'obligation de déclarer, vous savez, dès que vous avez un pépin en ICPE, vous devez déclarer les incidents ou accidents.
Et la loi TSN en 2006, le législateur a voulu que les retards ou les incidents de déclaration ne soient pas sanctionnés par une contravention, comme c'est le cas en matière d'ICPE, mais soient sanctionnés par un délit. Un délit, 3 ans de prison. Et donc, évidemment, il fallait assortir ce délit d'un certain nombre de filtres pour que, bien entendu, l'obligation de déclarer à l'ASN tout de suite l'incident soit assorti d'un certain nombre de critères de gravité. Et je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est dommage, parce que l'un des éléments de cet article 54 dispose que pour qu'il faille tout de suite se précipiter pour déclarer l'incident à l'ASN, il faut qu'il y ait un risque d'atteinte sérieuse à la sécurité interne de l'établissement. Donc on est dans la notion de sécurité interne au sens du droit nucléaire. Et lors d'un incident qui s'est passé au Tricastin, l'affaire est publique, on peut en parler, il y a eu un rejet intempestif d'uranium naturel. Ce rejet aurait pu avoir éventuellement des conséquences d'ordre chimique sur la faune et la flore dans l'eau où s'est déversé le rejet, mais en aucun cas de risque d'atteinte à la sûreté de l'installation, parce qu'il n'y avait par définition aucun risque de criticité. Donc, les exploitants qui étaient sur le terrain, et notamment le responsable pénal, se sont dit, bon, très bien, il n'y a pas de risque immédiat, et donc on va prendre notre temps de faire le tour du problème, et puis, c'était à 2 h du matin, on appellera l'autorité de sûreté nucléaire dès 6 ou 7 heures, de toute façon à cette heure-là, il n'y a personne, ils dorment. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, l'autorité de sûreté, qui était de mauvaise humeur, les a poursuivis au motif qu'il y avait un risque de sûreté. Le dossier, techniquement, ne posait pas problème. Tous les ingénieurs étaient absolument évidemment d'accord qu'il n'y avait pas de risque d'atteinte à la sûreté. Eh bien, le juge retient le risque. Et il le retient sur la base, non pas de l'analyse objective du risque, mais sur la base du principe de précaution. C'est-à-dire que le juge dit, quoi qu'il arrive, au fond, vous devez tout de suite considérer que c'est grave et vous devez tout de suite prévenir l'ASN. Ce qui veut dire que ça revient à vider de son sens même, le texte et l'esprit de la loi. Et donc, délit. On est également devant la Cour de cassation. Je suis extrêmement inquiet sur le résultat, parce que si on suit les 2 premiers ordres de juridiction, on va tout droit vers une condamnation par refus du juge d'entrer dans l'examen de la gravité du risque. Autrement dit, ce que je veux vous dire, et ce que nous voyons au pénal, dans ce pénal très particulier qu'est le pénal industriel, et vous voyez bien que quand il s'agit d'aller défendre ces affaires-là, c'est du droit industriel pur, c'est de la technique industrielle pure, simplement appliquée au droit pénal, parce que derrière, il y a une sanction. Mais le débat, il porte sur le fond, bien sûr. C'est un débat technique, le même que celui qu'on aurait avec l'ADREAL ou avec l'ASN. Eh bien, dans ce débat, le juge refuse en réalité de suivre le législateur lui-même et refuse d'entrer dans l'examen du risque. Il présuppose l'existence de ce risque. Ce faisant, évidemment, il présuppose la culpabilité du responsable pénal. Et donc, vous voyez qu'à travers ces 2 exemples qui sont aujourd'hui pendants devant la Cour de cassation, donc on est en train de parler d'une actualité chaude, la décision interviendra la semaine prochaine. On est en train de parler d'une actualité chaude, vous voyez que dans cette démarche, ce qui est en cause, c'est d'une part, toujours la même chose, l'explication de la notion de risque,
l'explication notamment vis-à-vis de ce tiers particulier qu'est le juge, et deuxièmement, l'élément totalement dévastateur de l'application du principe de précaution à un endroit où justement il n'aurait rien à faire, puisque la loi a prévu une démarche scientifique d'examen du risque lui-même. Mais le juge n'y rentre pas, il ne comprend pas cette matière, il ne la voit pas, il ne la comprend pas, et donc il s'arrête au seuil en disant, dès lors que risque, hop, précaution, vous devez tout faire tout de suite. Donc, on voit bien qu'on est là dans une position qui est au fond une position impossible vis-à-vis du juge pénal, parce que si elle devait être là aussi confirmée, que ce soit l'exploitant ICPE ou que ce soit l'exploitant nucléaire, il faudrait admettre qu'un abonnement ferme et fort devra être pris pour tous les incidents qui se produiront vis-à-vis des responsables pénaux, enfin des titulaires de la délégation pénale. Et ça, je trouve que c'est extrêmement grave pour les hommes, parce qu'à partir du moment où on aurait mis cette certitude, ou en tout cas ce risque énorme dans la tête de ceux à qui on va confier les responsabilités d'un site, évidemment, on imagine les effets dévastateurs, soit au niveau de l'acceptation de principe de la responsabilité, soit dans la gestion de cette responsabilité. Dans tous les cas, on a une équation impossible. Voilà, je voulais juste vous lancer cette alerte.